C'est pour éviter de voir les... Un, deux, ça marche. On va relancer une dernière fois le jingle. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. Visiblement non. Bon. Donc je suis chargé en même temps d'ouvrir cette deuxième journée du CNF, puisque je vais faire office le temps de quelques secondes de président de séance. Je n'ai pas reçu de consigne particulière du point de vue organisationnel ou administratif, je ne sais pas. Donc on passe directement au premier point de l'ordre du jour de cette matinée. C'est sur la table ronde syndicaliste citoyen. Alors, en petite introduction, il est important de se rappeler que la CFDT, elle représente des milliers de salariés. Elle est présente tous les jours, ça on l'a entendu hier dans les différentes interventions, elle est présente tous les jours dans les entreprises grâce à ces centaines, voire même des milliers de mandatés et d'élus. Mais ce n'est pas que ça, la CFDT, c'est aussi un ensemble d'actions envers les citoyens, les travailleurs, les travailleuses aussi, on va dire. Et donc la CFDT, elle agit donc à la fois dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Donc, pour illustrer juste cette petite présentation, je continuerai après, on va vous diffuser un petit clip vidéo d'animation. Alors ça va aller très vite, hein, ça dure quelques secondes, il y en aura plusieurs durant cette table ronde. Donc on va lancer donc le premier clip qui illustre les propos que je viens de tenir. Être citoyen, c'est bien sûr participer à la vie de la cité. Avec la CFDT, on s'engage pour chacun, on agit pour tous. La CFDT représente des centaines de milliers de salariés et mène des actions qui ont un impact direct sur leur vie. Car la CFDT siège dans les grands organismes comme les caisses des retraites, la CAF, les mutuelles, dans le domaine du logement et occupe une place importante dans les conseils des prud'hommes. Dans les débats, nous faisons des propositions pour améliorer l'enseignement, l'accès à la culture et au transport. Oui, on s'engage pour chacun, on agit pour tous. Voilà. Donc voilà, la CFDT est donc légitime pour aborder aussi les sujets de société et sa parole, elle pèse aussi dans le débat public. Donc la CFDT, c'est donc une organisation composée d'hommes et de femmes qui sont à la fois syndicalistes et citoyens, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre table ronde, qui aura pour objectif de répondre ou donner des éclairages sur une série d'interrogations qui sont aujourd'hui d'actualité. Du style, pourquoi la CFDT serait légitime à s'intéresser dans le débat de la campagne présidentielle. Aussi, ça veut dire quoi être citoyen en France en 2017 ?
l'implication militante en dehors de l'entreprise, est-ce une opportunité ou une évidence pour un militant ou une militante CFDT? Autre question aussi qu'on peut se poser, est-ce que le populisme qui ne cesse de se développer est une menace pour la citoyenneté? Et la citoyenneté dans l'entreprise peut être un lieu où l'action citoyenne peut se développer. Donc pour répondre ou donner des éclairages à ces interrogations, je vais vous présenter les participants à la table ronde. Juste à ma gauche, donc, Christophe Berdossi, qui est sociologue et politiste. J'insiste bien sur politiste et pas politologue. Vous dirigez le Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales. Vos travaux portent principalement sur la sociologie culturelle des institutions. Votre dernier livre, La citoyenneté à la française, valeurs et réalité, traite de la question de la citoyenneté et de la place importante qu'elle occupe dans les débats publics autour de l'immigration. Dans ce livre, donc, vous offrez un regard inédit sur ce qu'est peut-être la citoyenneté à la française. Je vais résumer rapidement cette présentation. Juste à côté, Sandrine Papot, que l'on ne présente plus, si, encore, militante CFDT au sein de la société O2, service à la personne, militante CFDT depuis plus d'une bonne dizaine d'années et aussi impliquée dans le milieu associatif, notamment auprès de l'association SOS Racisme. Et puis Frédéric Sève, secrétaire national confédéral en charge d'une multitude de dossiers. On va retenir par exemple le dossier des retraites, hein, et puis celui sur l'immigration, les discriminations et la lutte contre le racisme, voilà, pour citer les principaux qui nous intéressent. Alors, syndicalistes et citoyens, donc la première question, je vais l'adresser à Christophe Berdossi. Au-delà de la dimension juridique de la citoyenneté, c'est quoi d'être citoyen en France en 2017 ? D'où ça vient et comment cela évolue-t-il ? Merci et merci d'abord pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour discuter de ces sujets avec vous aujourd'hui. Bon, la question est très large, elle est très difficile, mais je dirais que la citoyenneté aujourd'hui en France, c'est pour beaucoup de gens beaucoup de choses et des choses qui peuvent d'abord être contradictoires. C'est-à-dire qu'on a entendu très bien dans le clip que vous venez de présenter que vous proposez une définition de la citoyenneté. Moi, j'y adhère. Hein, on s'engage pour chacun, on agit pour tous. Ça, c'est une manière de définir la citoyenneté. Mais en France, en 2017, en Europe, en 2017, il y a beaucoup d'autres gens qui pensent que la citoyenneté, ça n'est pas ça. Que la citoyenneté, c'est quelque chose qui est plus du registre de l'identité, de ce qui doit exclure plutôt que ce qui doit inclure, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas bien appartenir. Pourquoi s'engagerait-on pour eux ? Et vous l'avez souligné plusieurs fois dans votre introduction, le populisme, qui est un discours très puissant, qui monte aujourd'hui en Europe, qui s'appuie sur la critique à la fois du projet européen et la contestation de l'immigration comme un phénomène structurant des sociétés européennes. Ce populisme a transformé la question citoyenne. Il y a peu de temps, la citoyenneté, c'était des principes plutôt libéraux d'intégration des individus dans un collectif. Ces notions d'égalité et d'inclusion, elles ont été remplacées depuis le début des années 2000 par des discours sur la citoyenneté. C'est une identité culturelle qui agit par rapport à d'autres. Et dans cette culturalisation, extrême politisation de la citoyenneté, la question de l'islam, la question des musulmans et la question de l'immigration est devenue quelque chose d'important, d'où cette autre manière de définir la citoyenneté pour de très nombreux Français et Européens aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais dire pour répondre à cette question, c'est que au fond, on n'a pas toujours été si intéressé que ça par la question de la citoyenneté. Je veux dire, notre intérêt pour l'idée de citoyenneté a une histoire plutôt récente. Au début des années 80, à la fin des années 70, dans cette enceinte, on n'aurait pas vraiment parlé de citoyenneté, on aurait parlé de lutte de classe, on aurait parlé d'État-providence, et on aurait trouvé que la notion de citoyenneté était au fond quelque chose d'un peu désuet. Il s'est passé quelque chose entre-temps, et on trouve la citoyenneté maintenant au cœur de très nombreux discours politiques, de discours sociaux. Depuis le milieu des années 80, il s'est passé quelque chose
très compliqué, mais l'un des facteurs puissants pour faire de la citoyenneté un sujet central, ça a été les succès électoraux du Front National au milieu des années 80, à la fois aux municipales en 83, aux européennes en 84 et aux législatives en 86. Et depuis lors, cette question de la citoyenneté comme un enjeu d'intégration des immigrés, d'islam, de laïcité, c'est au fond le Front National qui donne le là dans la manière dont on peut répondre à ces questions, malgré les différences. Et peut-être dernier point pour souligner la complexité de cette question, c'est quoi être citoyen? C'est beaucoup de choses, parce que les gens y mettent beaucoup de définitions, et des définitions contradictoires. Aujourd'hui, on pose cette question de la laïcité soit en termes de participation et d'engagement, ce que vous faites dans le petit sujet qu'on a vu, ou alors, et là c'est un discours qui prend beaucoup, je l'ai dit, sous la houlette du Front National, mais pas que, du populisme en France, mais pas uniquement en France, aujourd'hui la citoyenneté c'est aussi la question de la laïcité. Et elle rentre dans l'entreprise à nouveau, cette question de la citoyenneté, sous l'angle du fait religieux en entreprise, qui est un grand sujet, qui agite beaucoup les médias, qui agite beaucoup le discours politique et public. Et je crois que pour souligner l'importance de la définition on s'engage pour chacun, on agit pour tous, et bien tout ce que je viens de dire, c'est une contrainte pour l'action et la définition d'un programme cohérent pour pouvoir répondre à des gens qui ne pensent pas la citoyenneté de la même manière. Alors, une question pour Frédéric, puisqu'on a évoqué donc le Front National. Donc voilà, moi la première question qu'on a envie de te poser, c'est en quoi la CFDT est légitime pour participer à la campagne présidentielle? Wow, quelle question, elle est énorme et en même temps elle est fondamentale. J'ai envie de faire un petit détour, si tu le permets, pour embrayer sur ce qu'a dit Christophe Bertossi, sur la conception qu'on a en France de la citoyenneté ou qui traîne de la citoyenneté, mais avant même qu'émerge le Front National ou que réémergent les idées du Front National. Il ne faut pas oublier que le Front National est quand même un parti très ancien dans la vie politique française, mais on a toujours eu en France une conception, je ne sais pas comment l'appeler, mais un peu désincarnée de la citoyenneté. Savoir que le citoyen, c'est une espèce d'être abstrait, d'être général, qui n'est ni salarié, ni chef d'entreprise, ni ceci, ni cela, enfin comme une espèce d'être désincarné qui a venu d'on ne sait où, et qui est censé, justement, parce qu'il n'est rien de particulier, il est capable de porter l'intérêt général. Et quelque part, le discours du Front National, le discours identitaire, embraye sur cette conception de la citoyenneté, comme encore une fois du citoyen qui est une espèce qui n'est personne de particulier. On porte à la CFDT, en tout cas actuellement, même si effectivement ça n'a pas toujours été le cas dans le mouvement syndical, l'idée que, au contraire, c'est parce qu'on est quelqu'un de particulier, parce qu'on a une expérience précise dans une entreprise particulière, dans une association particulière, dans un territoire particulier, qu'on peut s'exprimer en tant que citoyen. Cette idée que le fait d'être, je vais reprendre les termes de la table ronde, le fait d'être syndicaliste n'empêche pas d'être citoyen, bien au contraire. Que c'est justement parce qu'on peut se nourrir d'une pratique syndicale, en l'occurrence, qu'on est un meilleur citoyen. Excusez-moi l'expression, il ne s'agit pas de classer les citoyens, mais qu'on est mieux en mesure de remplir son rôle de citoyen. On n'a pas à faire une barrière, et quelque part la question de la table ronde est révélatrice. Syndicalistes et citoyens, même si ce n'est pas posé en ces termes, pourquoi y a-t-il question ? Pourquoi y aurait-il problème ? C'est normal pour un syndicaliste d'être citoyen, c'est normal de s'appuyer sur son travail de syndicaliste pour être citoyen. Et j'en viens donc à la question concernant la Confédération. La Confédération, la CFDT, mais comme d'autres, c'est d'abord des citoyens. C'est d'abord un collectif de citoyens, effectivement, de collectifs citoyens travailleurs, pas que, on a aussi des retraités qui réfléchissent, qui s'organisent, qui portent une parole. Et c'est en ce sens qu'on est légitime. On est légitime, effectivement, à porter la parole. Il n'y a pas de raison que la parole des citoyens, dans le débat démocratique, soit uniquement une parole individuelle et, en quelque sorte, spontanée, comme s'il fallait qu'on ne s'exprime que chacun dans son box
En quelque sorte, non. La CFDT, ce sont des citoyens qui réfléchissent, qui s'organisent, qui discutent, qui élaborent, et qui donc peuvent porter une parole. Cette parole, elle est pleinement légitime parce que c'est une parole citoyenne. C'est tout le débat qu'il y a en France sur la place des corps intermédiaires, pour prendre des termes que vous avez déjà entendus. Est-ce que les citoyens peuvent s'exprimer de façon organisée? Oui, ils peuvent le faire. Après, ce que dit la CFDT au nom du collectif de ses adhérents, de vous notamment, évidemment, donc, c'est la parole collective. Après, libre à chacun, même des adhérents CFDT, et j'ai repromis chez les adhérents CFDT, de se décider, de s'exprimer en son nom propre au moment du vote. Mais il est parfaitement légitime qu'il y ait une expression citoyenne aussi organisée. Alors ça va consister, après on y reviendra peut-être, à porter certains thèmes particuliers, d'avoir un agenda de revendications particulier, à attirer l'attention du débat sur certains thèmes qui pourraient être négligés. Ça, c'est aussi porter une vision de l'intérêt général. J'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on est un syndicat qu'on ne porte que des intérêts particuliers. Et dans cette élection, c'est quelque chose qu'il va falloir défendre, parce que c'est pas évident, si on en croit les propos des candidats, c'est pas évident dans la tête des politiques. La CFDT porte une vision de l'intérêt général. On ne prétend pas que la nôtre, enfin si on pense que la nôtre est la bonne, mais bon, ça c'est parce que c'est la nôtre, mais je veux dire, on ne prétend pas que ce soit la seule possible, mais c'est une vision de l'intérêt général. Voilà. Bon, en quelques mots, je ne sais pas si ça répond pleinement à la question, mais voilà pourquoi on peut se positionner en tant que syndicat dans une campagne électorale. Alors, ça m'amène à te poser une deuxième question tout de suite. C'est justement l'implication de la CFDT dans le débat public et dans la campagne, elle est légitime. Mais est-ce que ça, c'est une réalité qui est partagée dans l'organisation, où ça fait débat? Dans l'organisation, évidemment, tout dépend. L'organisation, c'est divers, c'est multiple. C'est tout de même un acquis pour la CFDT. Le positionnement par rapport aux politiques, il est ancien. Il date de la fin des années 70, le fameux recentrage. À la fois, on se recentre sur notre travail syndical, mais notre travail syndical, notre expérience syndicale, la réalité syndicale que l'on porte nous rend légitime à intervenir dans le débat. Mais à intervenir, bien sûr, sur le fond, et pas pour choisir tel ou tel candidat, mais bien pour porter un discours et éclairer le débat. Donc, je dirais, ce logiciel-là ne fait pas spécialement débat. Ce qui interroge, c'est quand la CFDT, et elle le fait avec la même ancienneté, se positionne contre, en l'occurrence, un parti particulier, c'est une expression malheureuse, le Front National en l'occurrence. Mais là, on est sur un registre différent. On n'est pas sur un registre de débat démocratique. Alors, il faudrait peut-être que j'y revienne un peu plus longuement. On n'est pas sur un registre de débat démocratique avec le Front National. On est sur un débat, sur une opposition, je dirais, de valeurs républicaines. Est-ce qu'on a là un parti qui permet, je dirais même permet le débat républicain? La réponse de la CFDT, c'est non. Donc, on a une position spécifique vis-à-vis de ce parti ou de tout autre parti qui reprendrait les mêmes thèmes. Alors, je ne sais pas si je le détaille d'emblée, mais au moins pour dire les choses assez rapidement, il y a 3 éléments dans notre position vis-à-vis du Front National, 3 éléments qu'il faut toujours avoir en tête. D'abord, il y a la question, je le dis, des valeurs républicaines, au premier chef desquelles il y a le refus de la discrimination. Un syndicat, en tout cas c'est la conception de la CFDT, ne peut pas porter un discours, et même, je dirais, admettre un discours discriminatoire, parce que c'est contraire à l'intérêt de nos adhérents. Le collectif de travail est un collectif non discriminé. Il n'y a pas de raison il ne faut pas oublier cet enracinement qu'on a, nous, dans une réalité non discriminatoire et même antidiscriminatoire. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la lutte contre les discriminations, c'est un élément du travail syndical. Mais pour dire que ce n'est pas qu'un élément, je dirais, de contenu parmi d'autres, je rappelle quand même que la loi de 2008 sur la représentativité syndicale fait obligation aux syndicats, pour être représentatifs, avant même leur score au test de représentativité, fait obligation aux syndicats
d'être, alors je ne sais plus quelle est la formule, d'adhérer aux valeurs républicaines ou d'être conforme aux valeurs républicaines, au premier chef desquelles se trouve le refus de la discrimination. Alors permettez-moi de dire, si à la CFDT, si on exige de la CFDT, si la loi exige de la CFDT de refuser la discrimination, il me semble que la CFDT est fondée à exiger de ses interlocuteurs, politiques en l'occurrence, qu'ils aient les mêmes références, qu'ils aient la même exigence. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui pose problème avec le Front National, c'est la sincérité du programme. Ce n'est pas un élément qu'on a l'habitude de mettre en avant, mais je crois que notre rôle de syndicat dans un débat démocratique, c'est d'exiger une qualité de débat démocratique. Et ça passe par la sincérité de ce qui est exprimé. Alors je pense que le Front National, c'est presque un lieu commun aujourd'hui de dire que le Front National maquille son programme, maquille ses intentions. Et ça, c'est un deuxième élément de problème. Troisième élément, mais celui-ci mériterait d'être développé plus longuement, je vais juste le citer et l'expliciter, c'est l'enjeu du pluralisme et même de la démocratie. On a, dans le cas du Front National, un parti qui, et c'est visible dans sa pratique territoriale, un parti qui est hostile à toute autre représentation populaire que celle que lui prétend porter. Quand vous avez un leader, une leader en l'occurrence, qui dit s'exprimer au nom du peuple, c'est pas qu'un slogan. C'est une façon de dire, moi je parle au nom du peuple et les autres parlent au nom, et c'est exprimé comme ça, de minorités illégitimes. Et il y a effectivement cette tentative, c'est pas une tentation, c'est une tentative d'évincer toute autre forme de responsabilité et en particulier toute autre représentativité, et en particulier celles qui sont portées par le mouvement associatif et par les syndicats. C'est une pratique constante du Front National. Et donc là, je dirais, désolé, mais il y a une incompatibilité qui n'est pas de notre fait, qui est du fait du Front National, qui ne tolère pas, au fond, que d'autres portent la parole du peuple, encore une fois, ou d'une partie du peuple. Voilà, quelques éléments, j'ai été un petit peu long, mais la question était ambitieuse. Des questions toujours ambitieuses. Sandrine, syndicaliste et citoyenne, donc en plus de ton implication militante syndicale dans l'entreprise, comme je l'ai dit dans ma présentation, tu es aussi engagée dans le milieu associatif. Pour toi, est-ce que c'était à cette époque-là une opportunité ou c'était pour toi une évidence, c'est-à-dire qu'il y avait une complémentarité entre l'action militante dans l'entreprise et puis l'action militante en dehors de l'entreprise? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, aux dernières élections, près du Mans, il y avait quand même une grosse montée des incivilités par rapport aux personnes d'origine étrangère. Et on a décidé avec quelques personnes de remonter un comité SOS Racisme. Alors pour moi, c'était complémentaire parce que autant avec la CFDT, on travaille auprès des salariés, etc., pour mettre des valeurs, qu'avec SOS Racisme, on travaille auprès des jeunes. On fait des interventions au milieu scolaire où on discute avec eux un peu de tout ce qui est discrimination, etc. Et on fait aussi des soirées un peu plus... On y va aussi sur le vivre ensemble en faisant des soirées un peu plus festifs, mais qui attirent aussi beaucoup les jeunes. Donc pour moi, c'était assez complémentaire. Merci. Eh ben, on va maintenant lancer le deuxième clip, avant d'entamer la deuxième partie du débat. Donc le deuxième clip, je ne vais pas vous l'expliquer en détail parce que vous allez comprendre, c'est la CFDT au quotidien, c'est la CFDT qui propose, c'est la CFDT qui négocie avec les interlocuteurs qu'elle a en face. C'est ça aussi la CFDT au quotidien. Donc on peut lancer le deuxième clip. La CFDT vit avec son temps et agit en tenant compte des transformations du monde du travail et de la société. Autour de la table, elle est là pour négocier et faire des propositions, quel que soit son interlocuteur. Des entreprises, en passant par les administrations jusqu'au ministère, la CFDT sait se faire entendre. Avec un objectif, obtenir de nouveaux droits pour les salariés et faire avancer la société. S'engager pour chacun, agir pour tous. Alors, une question pour Christophe Berdossi.
L'entreprise, c'est aussi un lieu qui rassemble une communauté de destin. Selon vous, est-ce que c'est un lieu où peut se développer la citoyenneté? Au début des années 80, grâce aux lois Auroux, ce sujet faisait débat. C'était le slogan « Être citoyen à part entière dans l'entreprise ». La question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on en est 25 ans après? Je ne sais pas exactement où on en est. Je crois que première chose, je pense qu'il faut être très vigilant à ne pas arrêter de réfléchir une fois qu'on a trouvé un slogan. Et je crois que la question de la citoyenneté entreprise ou de l'entreprise citoyenne peut rapidement devenir un slogan. C'est vrai que dans les années 80, la question de la citoyenneté, de la participation des salariés, du dialogue interne comme une culture pour mobiliser le membre d'un collectif de travail, tout cela a été très fort jusqu'aux années 90 d'ailleurs. Mais il y a deux manières de le voir. Première manière, c'est d'imaginer qu'effectivement, lorsqu'on dit citoyenneté en entreprise, on est vraiment en train de voir un processus par lequel l'entreprise se convertit au programme d'une égalité, d'une reconnaissance de l'égale dignité d'appartenance de tous les membres qui constituent les individus qui constituent l'entreprise. Bon. Donc une réforme culturelle de l'entreprise à travers ce programme. Peut-être, on y reviendra sans doute dans la discussion encore un peu plus loin, mais il y a une deuxième manière de voir cet agenda et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Cette deuxième manière, c'est au fond de voir que cette évolution, elle s'inscrit aussi dans une bataille identitaire, dans une évolution sociale, dans quelque chose que les sociologues du travail ont décrit en termes de sortie du modèle tayloriste pour rentrer dans un nouveau modèle, le modèle qui serait post-tayloriste. Et ce glissement, ce modèle, c'est d'une idéologie de management vers une autre. Les travaux ont montré que c'était un discours fait pour mieux contrôler l'engagement individuel des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met l'individu participant capable de s'engager pour l'entreprise qui rompt avec les manières plus anciennes d'organiser le travail. Ce n'est pas parce qu'on recentre sur la subjectivité du travailleur l'organisation de la production qu'on en arrive à une organisation plus citoyenne, plus inclusive, plus participative. Ce qu'on voit apparaître aussi, c'est qu'il y a des cultures d'entreprise, il y a des valeurs d'entreprise qui veulent s'imposer comme cela, par ce biais, à l'individu qui doit adhérer à fond, sans choix, à ces valeurs. Et en fait, ce glissement du taylorisme vers d'autres modes de management, et je crois que là, c'est une question à propos de la citoyenneté entreprise, c'est simplement un peu plus de contrôle de l'entreprise sur les subjectivités individuelles, sur les préférences, sur les valeurs, sur la capacité de choix et de préférence que les individus salariés peuvent avoir dans le monde de l'entreprise. Et si on pense la question de la citoyenneté entreprise sous l'angle de cette deuxième modalité, alors il faut faire très attention que la citoyenneté ne soit pas simplement un vecteur, un slogan, une valeur nominale pour masquer des formes de domination, pour masquer derrière le registre de la participation, au fond, d'autres manières qu'on donne au collectif de ne pas reconnaître l'égale appartenance des uns et des autres. Donc soyons vigilants sur la citoyenneté d'entreprise, c'est certainement un programme très, très important. L'entreprise est très certainement un collectif où la citoyenneté est pertinente. En revanche, faisons attention à ce que cette notion de citoyenneté en entreprise ne masque pas des slogans qui légitiment d'autres manières d'organiser le monde dans l'entreprise. Et je crois que la question de la laïcité dans le monde du travail, par exemple, peut être lue sous ce regard, sous ce rapport. C'est-à-dire que les longues batailles qu'on a autour de quels principes organisent normalement dans la société républicaine et laïque française les pratiques, le pluralisme religieux dans l'entreprise, il y a beaucoup de batailles sur quelles sont les bonnes règles, les bonnes normes, les bonnes valeurs qui doivent s'appliquer. On a eu, il y a une semaine, une décision de la Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet-là. Et je crois que si on observe très attentivement ce qui se passe autour de cette question de la laïcité de l'entreprise, peut-être que c'est ce deuxième modèle, au fond, qui est en train d'avoir lieu.
c'est pas que la laïcité comme question sociale rentre dans l'entreprise parce que l'entreprise s'ouvre sur le reste de la société. Moi, je pense qu'il y a une hypothèse de travail à tester, à réfléchir, et je pense qu'ici, c'est un lieu pour y réfléchir, par lequel plus de laïcité débattue dans le monde de l'entreprise, c'est peut-être moins de relations directes, d'ouverture du monde de l'entreprise sur le reste de la société, mais une utilisation, une instrumentalisation de la question de la laïcité par le monde de l'entreprise et par le patronat pour imposer l'engagement total de tous les travailleurs autour d'un jeu de valeurs univoque, alors même que, et c'est ce que j'essayais de dire en introduction, il ne peut pas y avoir une seule définition univoque de la citoyenneté parce que tout cela est très ambigu. Voilà. Frédéric, j'ai envie de te poser aussi la même question, quoi. Là, sur la citoyenneté dans l'entreprise, où en est-on aujourd'hui ? Déjà, le rappel Éloi Auroux est intéressant en soi, justement pour, je dirais, signifier le grand vide qu'il y a entre les lois Auroux et aujourd'hui. Je disais dans un autre contexte, alors un peu par boutade tout de même, mais pas que justement les lois Auroux, c'était le dernier moment où on s'est interrogé sur le travail. Enfin, où le politique s'est interrogé sur le travail, avec une entrée particulière, mais où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans le travail, qu'est-ce qu'on peut faire dans le travail. Cette question de la citoyenneté, c'était quand même, à mon sens, même si c'est encore une fois peut-être forcé un petit peu le trait, mais pas de beaucoup, le dernier moment où le politique s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est que le monde du travail, comment est-ce qu'on peut le régir, l'organiser, etc. Et bon, c'est pas à vous que je vais parler de Parlons Travail, hein, et justement de ce travail que mène la CFDT pour remettre le travail dans l'agenda politique. Mais bon, déjà, je voulais noter quand même cette façon dont le travail est sorti de la politique, ce qui n'est pas en soi inintéressant, c'est pas en soi anodin, justement, sur les rapports entre démocratie et entreprise. Alors, justement, moi, plutôt que de parler de citoyenneté, je préférerais parler d'avoir l'entrée démocratique. Dans Parlons Travail, et c'est toujours pas à vous que je vais l'apprendre, vous avez vu la demande, mais massive, quand on arrive à 77-79% de répondants qui disent « Nous voulons que notre entreprise, notre administration, et j'insiste sur le deuxième terme, notre entreprise, notre administration soit plus démocratique », on est face à une exigence qui est encore une fois massive, nette, forte, qu'on ne peut pas éluder. Et c'est plutôt que de l'angle de la citoyenneté qui effectivement pose des questions, finalement, le terme peut être ambigu, hein, le terme de citoyenneté dans l'entreprise, on est citoyen, point barre, et puis on l'est aussi dans l'entreprise. Par contre, la question sur laquelle je pense on peut avoir barre plus facilement, c'est celle de la démocratie dans l'entreprise. Quand je dis démocratie, il ne s'agit pas bien sûr forcément de singer les formes de l'organisation démocratique politique, mais quel espace au pluriel de dialogue on a dans l'entreprise pour prendre en considération effectivement des intérêts divergents. Reconnaître que on n'a pas tous le même intérêt dans l'entreprise, effectivement, qu'on n'a pas les mêmes valeurs forcément dans l'entreprise, heureusement d'ailleurs, c'est aussi la richesse de l'entreprise, mais que du coup, cette pluralité dans l'entreprise, pluralité d'intérêts, pluralité de valeurs, pluralité d'histoire, pluralité de tout ce qu'on veut, de religion notamment, même si, à mon sens, c'est quand même pas la question majeure qui se pose dans l'entreprise, et bien cette pluralité-là, il faut la réguler. Et pour la réguler, on n'a rien d'inventé de mieux que les formes démocratiques, je dis bien les formes démocratiques, c'est-à-dire celles de la délibération, de l'échange, de la discussion qui éclaire la décision. Il ne s'agit pas de voter, encore une fois, de singer les formes de la démocratie politique, mais de donner dans l'entreprise, dans les administrations, des espaces, de créer les espaces de dialogue, mais que la CFDT revendique, vous le savez très bien, vous avez l'habitude de le faire, mais il faut prendre conscience que c'est notre entrée, hein, pour parler de la citoyenneté dans l'entreprise ou de l'entreprise citoyenne, parlons de la démocratisation dans l'entreprise. Voilà je dirais à gros traits bien sûr, hein, mais l'angle d'attaque, je crois qu'il faut que l'on porte en tant que CFDT. Merci. Une question pour Sandrine. Alors c'est plus le regard que tu peux avoir. Dans différentes interventions hier matin, interventions de syndicats, on a parlé, même si l'expression n'a pas été utilisée, de la crise du militantisme. Donc, ce qui serait intéressant à savoir, c'est quel regard toi tu portes sur cette crise. Et est-ce que ça peut justement avoir un impact sur
l'acte citoyen. Je suis en plein dedans, donc je le vois bien. Dans une entreprise où dans ma boîte, il y a 12 000 salariés. On a 150 agences. On est dans le 10e tour des élections. Il y a 25 agences où il va y avoir des délégués du personnel. Et je ne vous parle pas du taux de participation qui me désole totalement. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient plus trop, qui ont l'impression qu'on ne sert à rien. Donc, ce qui est très dur à faire, c'est faire comprendre aux salariés que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui connaissent mieux leurs besoins et qu'on est là pour relayer leurs besoins. Et on y arrive progressivement, mais c'est très très dur. Je me rappelle lors de la première mise en place du CE, de la commission formation, ça m'avait un peu surprise. Alors c'était déjà des militants qui avaient été élus. On commence la commission formation et il y a une des élus qui me fait « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout le monde sait faire le ménage ». Alors là, c'était quoi ? Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, comment dire, qui ont plus l'impression d'avoir le droit à la parole, qui s'auto-censurent. Et c'est le plus gros travail que j'ai à faire avec les personnes qu'on arrive à faire adhérer et à faire participer. C'est leur dire, mais si, vous avez le droit à la parole, parce qu'il y a comme un sentiment d'infériorité ou une sorte de non, je ne sais pas, ou un sentiment d'infériorité des fois que je regrette. Ok. Avant de lancer le troisième clip, une question pour Christophe Bertossi. La CFDT elle a pour objectif, et Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, au quotidien, de lutter contre toutes les formes de discrimination. Dans votre livre, vous mettez en évidence l'impact des discriminations sur la citoyenneté. Alors, selon vous, les entreprises ont-elles un rôle important à jouer pour contribuer à faire baisser cette tension qui cristallise aujourd'hui la société ? Réponse courte, oui. Réponse de longueur moyenne. Oui, elles doivent le faire en contexte. Et parmi ce contexte, il y a la société qui se transforme, société nationale, mais aussi société européenne. On est dans un contexte élargi. Et un autre élément du contexte très lourd, et je pense que c'est très clair dans la discussion, c'est le contexte politique et la puissance écrasante du discours politique électoraliste à nous imposer des réalités qui ne sont pas la réalité. C'est-à-dire, et c'est un peu le commentaire qu'on a eu là, c'est que c'est vrai que la question, par exemple, du fait religieux en entreprise n'est pas la principale question du travail aujourd'hui, et en même temps, il y a quelque chose de très fort qui structure le débat public et politique sur le travail aujourd'hui et le rapport que la société française peut avoir avec le monde de l'entreprise et du travail public aussi, c'est cette question laïque, cette question du fait religieux, qui est toujours une question qui s'adresse à un groupe religieux et à un type de pratique religieuse en particulier, les musulmans. Bon. Donc le contexte plus large, il pèse comme une contrainte, et c'est ce sur quoi j'essaye de travailler, c'est au fond la question, c'est comment est-ce que alors qu'en 15 ans, la question du travail est devenue, dans le débat public en France et en Europe, une question identitaire. Comment est-ce qu'on est passé sur une articulation quand même très ancienne et très longue entre travail et immigration, par exemple ? Je ne sais pas, il y a un chef-d'œuvre qui est l'établi, ce livre de Robert Linhart, où il était rentré dans l'entreprise Citroën en 68 pour travailler. Et le monde du travail qu'il décrit en 68, c'est un monde où Mouloud, où Ali, où les travailleurs yougoslaves sont des membres à part entière avec leurs spécificités, mais ils travaillent dans le collectif et ils font tourner l'entreprise, et les rapports de classe et les rapports de la lutte, c'est vraiment autour de ces questions-là. On est passé de ça à une question où on ne voit plus le maghrébin, où la double condition de l'immigré et travailleur a laissé sa place à une manière très identitaire de poser la question, l'islam, la laïcité, le musulman.
dans le débat public, encore une fois, avec sa puissance à nous imposer des réalités. Moi, mon travail, c'est de voir comment est-ce que cette description de la réalité par le discours public et politique, qui est très puissante, a des impacts dans la vie des gens qui s'engagent, qui rentrent dans des collectifs de travail, qui revendiquent leur appartenance pleine et entière à ces collectifs de travail, peu importe au fond leur parcours, leur origine, leur pratique religieuse, la couleur de leur peau, etc., qui sont dans une approche typiquement universaliste dans l'approche au travail, d'égalité fondamentale. Et du coup, mes travaux, d'abord, ça a été sur l'armée, sur la gendarmerie, sur le monde de l'hôpital, pour voir comment est-ce que ces gens qui sont décrits comme des populations qui ne peuvent pas être des membres comme les autres, et pourtant qui s'engagent dans l'armée, à l'hôpital, à l'école, dans la police, et qui, par cet engagement, disent « nous sommes des membres comme les autres », comment ce décalage entre les voir comme des citoyens de seconde classe, en raison, encore une fois, du discours que je viens de rappeler, et leur premier mouvement d'engagement fondamental, crée des frustrations, crée des inégalités, crée du harcèlement, crée des situations de discrimination. Aborder ces situations de discrimination sans reconnaître les structures qui organisent l'inégalité raciste, c'est impossible. Du coup, l'entreprise, espace de lutte contre les discriminations, oui, dans un contexte difficile, évidemment, qui passe par la reconnaissance des mécanismes très complexes par lesquels se produisent l'inégalité raciste entre pourtant des citoyens qui ne devraient pas être distingués en fonction de critères totalement illégitimes pour le faire. Voilà. Frédéric, tu voulais réagir à ça ou... Comme les discriminations, la laïcité aussi sont dans mon portefeuille confédéral, je me sens un peu obligé. Non, mais plus sérieusement, il y a... je recite l'enquête Parlons Travail, mais c'est aussi un élément crucial qui nous remonte, à savoir je crois que c'est les 2/3, alors même s'il faut prendre ces chiffres bruts avec des quelques précautions, mais leur réalité n'est pas en cause, je crois que c'est les 2/3 des répondants qui disent avoir été confrontés à un moment ou à un autre dans leur parcours professionnel à de la discrimination. J'en profite en tant que fonctionnaire, excusez-moi, au passage, pour dire que le chiffre est similaire, il est même légèrement plus élevé, mais à ce stade-là, la différence n'a pas d'importance, il est similaire dans les entreprises privées et dans les entreprises publiques, où pourtant tout est extrêmement cadenassé, réglementé, organisé, soi-disant pour être impartial. La discrimination est un fait majeur aujourd'hui dans le monde du travail. Alors attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il y a toujours, il faut le rappeler, des discriminations, je dirais, conscientes, ciblées, brutales, notamment à caractère raciste. Il y a aussi, et c'est peut-être le phénomène auquel on est confronté aujourd'hui, une discrimination inconsciente, involontaire, systémique, alors on cherche le bon mot, mais cette discrimination qui se fait finalement sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça c'est celle-ci qui est à l'œuvre. Et elle peut cibler d'ailleurs les mêmes personnes, même si on le sait, on le répertorie bien maintenant, des discriminations envers les jeunes, envers les seniors, envers les femmes, envers effectivement les populations d'origine étrangère, je mets des guillemets quand même, parce que l'origine étrangère, ça peut être les Antilles, ça peut être la Guadeloupe, ça peut être des territoires parfaitement républicains. Bref, on a une discrimination comme ça qui agit malgré nous, et tout le travail qu'on a à faire, c'est de prendre conscience de ce problème discriminatoire pour effectivement le traquer, le contrer dans toutes les étapes de la carrière, du fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est un sujet majeur, et c'est aussi un sujet de citoyenneté, alors pour le coup, de citoyenneté dans l'entreprise au sens d'égalité dans l'entreprise. Est-ce qu'on est capable, dans l'entreprise, dans l'administration, de concrétiser une exigence d'égalité, mais une exigence d'égalité qui n'est pas forcément, ou qui est en tout cas une exigence de justice, pas une exigence d'uniformité, mais une exigence de justice, de justice de traitement des uns et des autres, de tous les membres de l'entreprise, de l'administration. Voilà. Et ça me permettra d'enchaîner sur la troisième vidéo qui indique que justement, la CFDT, ce sujet-là, il n'est pas nouveau. Depuis tout au long de ces dernières décennies, ça a toujours été une préoccupation. La CFDT a toujours agi pour l'émancipation de l'individu et aussi pour lutter contre les discriminations. Voilà.
l'émancipation de l'individu, la confrontation des idées sont au cœur du travail syndical de la CFDT. Pour la CFDT, tout le monde doit avoir les mêmes droits. La CFDT a toujours assumé ses positions pour l'avenir en négociant des mesures parfois impopulaires qui sont aujourd'hui reconnues comme des avancées majeures. La lutte contre toutes les formes de discrimination, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, c'est le fondement de l'action CFDT. CFDT, s'engager pour chacun, agir pour tous. On a abordé tout à l'heure le sujet du populisme, et ça a été encore une fois repris hier matin dans différentes interventions de syndicats qui ont évoqué le phénomène populiste. Donc, une première question pour Christophe Bertossi, c'est est-ce que le populisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne cesse de se développer, constitue une menace pour la citoyenneté ? Je pense que quand on dit populisme dans cette discussion, on pense à deux choses. On pense d'abord à la prétention de monopole du discours au nom du peuple, ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Et on pense également à un populisme identitaire, raciste, fondé sur l'homogénéité culturelle, l'homogénéité même des nations, qu'on a vu peut-être illustrée par le vote du Brexit, qu'on a vu illustrer très fortement dans la campagne électorale aux Pays-Bas et qui nous inquiète dans le contexte français. Et évidemment, il y a un lien entre les deux, mais je crois que ces deux définitions visent deux projets de ce populisme d'extrême droite qui est évidemment par la prétention à monopoliser la parole du peuple et le fait que le peuple veut exclure fondamentalement des parts entières de la société qui est beaucoup plus diversifiée, etc. C'est un double discours qui est fondamentalement ennemi de toute forme de citoyenneté, quelle que soit la manière dont on pourra définir ce qu'on entend par citoyenneté. Alors, c'est très compliqué maintenant. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que c'est très difficile. Évidemment, les organisations syndicales ont leur rôle à jouer. Évidemment, le monde de l'entreprise, je veux dire, les gens passent leur vie à travailler, normalement, quand les choses se passent bien. Et la vie au travail, c'est une vie qui tisse du lien, qui intègre de la société, qui crée de l'égalité, qui crée de la mobilité sociale ascendante, quelque chose de très important, qui crée donc du tissu précisément sur lequel les sociétés françaises comme européennes sont de plus en plus fragiles, en tout cas se sentent de plus en plus fragiles, et pour lesquelles, évidemment, les sujets comme l'immigration, l'identité nationale sont des sujets très mal vécus et très sensibles. Donc, la première chose à faire dans un contexte de crise économique, c'est difficile, mais par le travail, réintégrer la société. Ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les minorités qui doivent être intégrées, c'est la société qui doit être intégrée, intégrante et intégrable, et le travail y contribue beaucoup. Bon, ça c'est la première chose. Et en même temps, on ne peut pas se cacher derrière le petit doigt, ces portions entières des populations européennes qui vivent très mal ces sujets-là ne sont pas des gens qu'il faut qu'on abandonne sur le bord du chemin. Et là, ça devient quelque chose de difficile. Parce qu'il faut essayer de s'attaquer aux causes fondamentales, aux raisons, aux dynamiques, aux processus fondamentaux qui font qu'on a des portions très importantes des sociétés d'Europe de l'Ouest qui pensent qu'elles ne se sentent plus du tout chez elles aujourd'hui dans leur pays. C'est vraiment le thème très fort qui est ressorti de la campagne électorale aux Pays-Bas, avec Geert Wilders, qui a voulu, vous le savez, interdire le Coran, qui s'en est pris, je le cite, à la racaille marocaine. Et le mouvement qu'il a porté, en tout cas qui a structuré très fortement la campagne électorale, c'est cette idée qu'aux Pays-Bas, on n'est plus chez nous lorsqu'on est néerlandais, pas issu de l'immigration. Bon. Il y a une capacité, une rentabilité, une puissance phénoménale de ce discours, qu'on appelle, nous, dans la recherche, le discours nativiste, ce discours qui n'est pas simplement raciste, mais qui suggère que parce que les gens viennent de l'étranger, ils ne pourront jamais se transformer en habitants normaux de chez nous. Leur naissance fait qu'ils seront toujours exclus. Ils ne pourront jamais se transformer en gens comme nous. Bon. Ce discours nativiste qui s'exprime en disant « on n'est plus chez nous »,
est quelque chose qui est en train de structurer, et je crois durablement, la compétition électorale des pays d'Europe, de l'Ouest et de l'Est aussi. Et ce cadre, ce récit a un effet très inquiétant pour vous et pour le monde de l'entreprise, pour ce que je disais, de recréer une société qui intègre et est intégrée par le travail, c'est qu'à force de discours nativistes, on oublie que les vraies questions, les vrais sujets sont des sujets socio-économiques. Que moi je crois qu'il y a encore des rapports inégaux de classe et qu'il faut organiser les rapports de classe. Or, ce discours nativiste qui donne le là à la compétition électorale, donc qui est très rentable dans des moments politiques comme celui qu'on est en train de connaître, met cela complètement de côté et fait croire aux gens qui votent que le vrai problème est un problème d'identité, que c'est un vrai problème, que le vrai problème est un problème culturel. Et dès lors qu'on ne sait pas démonter frontalement ce discours qui nous imposerait une réalité mise en danger par des cultures, par des identités venues d'ailleurs, dès lors qu'on n'est pas dans la capacité de dire non, le diagnostic n'est pas là, le problème n'est pas là, il faut en discuter, dès lors qu'on est incapable de faire ça et qu'au-delà du Front National, on a des propositions très identitarisées sur les questions de citoyenneté, alors on s'éloigne de la solution, je crois. Alors, une question pour Frédéric, surtout sur le populisme, et après on passera la parole à la salle, comme on dit, parce que vous avez sûrement beaucoup de questions à poser, et le principe de l'exercice aussi, c'est que vous participiez au débat. Mais j'ai juste une question, ça fait référence aux entretiens de Belleville, je ne sais plus si c'est le deuxième, où on parlait du phénomène populiste et la montée du Front National qui augmente sur des territoires qui sont éloignés des grandes métropoles et qui sont souvent dépourvus de services publics. Et cela se caractérise souvent par une forme d'expression qui vise à dire on ne s'occupe pas de nous, nous sommes les oubliés. Et là, ça renvoie sur le plan syndical. Si on considère que le syndicalisme est une forme est un rempart contre le populisme, comment nous, on se déploie en interne pour justement pas tomber dans les travers de cette forme d'expression qui sont dues à l'isolement et à l'éloignement qui est souvent une forme d'expression chez nous, même en interne et auprès de certains adhérents. Vaste question. Oui, merci pour les questions. Et en 5 minutes, s'il vous plaît. Non, mais cela dit, effectivement, c'était le deuxième des entretiens de Belleville portant sur cette question dite de la relégation territoriale. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui est dit, d'abord parce que je ne suis pas spécialement compétent sur ces choses-là. Simplement, ça pose à nous, syndicats, et CFDT en particulier, parce qu'on est la CFDT, mais ça pose, à mon sens, 2 questions. D'abord, la question de la dimension territoriale de notre action syndicale. Et on le sait, sur ceux qui participent aux structures territoriales URI-UD de la CFDT, savent que cette dimension territoriale, de l'action territoriale, du message qu'on peut porter en tant que syndicaliste au niveau d'un territoire, à travers toutes les entreprises et administrations qui sont présentes sur le territoire, c'est une nouvelle dimension de l'action syndicale, et qui au passage renforce notre côté, comment dirais-je, citoyen ou intervenant global dans le débat politique. Mais la défense des intérêts, même si on prend les choses à la base de nos statuts, la défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs, ça ne se fait pas que dans le cadre strict de l'entreprise, ça a une dimension territoriale qu'il faut qu'on assume, qu'il faut qu'on instruise. C'est une vraie frontière qu'on a, une frontière d'action qu'on a devant nous. Donc, premier élément. Deuxième élément, et là je vous donne un avis mais strictement personnel, je n'aime pas moi ce terme de relégation territoriale, qui laisse entendre que tout se joue finalement par une espèce de distance kilométrique ou par une situation géographique. Si vous tombez du bon côté de la ligne, c'est bien, sinon c'est mauvais. Je crois que les choses sont, et d'ailleurs même ceux qui instruisent cette analyse des fractures territoriales le reconnaissent, les choses sont plus complexes que ça. Et je les renverrai moi volontiers à la personnalisation de la protection, ou la personnalisation, une forme d'individualisation de la protection
qu'on accorde, des droits qu'on accorde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte, le message moi, que j'entends derrière ces questions de relégation territoriale, il faut qu'on sorte d'une conquête de droits ou d'une revendication qui est simplement un empilement de droits qui sont définis de façon anonyme. Et on le sait, on le porte à travers, par exemple, le compte personnel d'activité, mais dans bien d'autres dimensions. Il faut de plus en plus qu'on s'adresse à une personne qui est dans une situation particulière, spécifique. C'est comme ça qu'on recrée aussi du lien. C'est-à-dire que vous, salariés, vous, retraités, vous, citoyens de manière générale, vous n'avez pas que des droits génériques, comme on a en quelque sorte des droits liés à un contrat d'assurance. Il faut qu'on pense la personnalisation, et c'est ce qui recréera du lien avec les personnes, qu'elles soient dans la banlieue parisienne, en cœur de Paris, ou au fin fond de, je ne vais pas citer un territoire parce que ça pourrait être mal pris, mais au fin fond d'un territoire de France. Si on réindividualise, si on personnalise l'attention qui est portée à travers les droits, on recréera peut-être ce lien qui est à ce lien dont la destruction est, semble-t-il, à la racine du populisme. Bon, mais il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet qu'on va peut-être en garder un peu pour l'échange avec la salle. Sandrine, tu voulais aussi témoigner par rapport au regard que tu peux avoir sur justement la montée du populisme, sur les discours extrémistes, et plutôt, est-ce que pour toi la sphère syndicale, que ce soit la section syndicale ou le syndicat, est-ce que ça peut être un rempart pour combattre ce fléau ? Nous, on a un problème par rapport à tout ce qui est discrimination. Ça vient en particulier des clients. Alors c'est surtout quand c'est en région parisienne ou dans le sud, qui ont tous des parents, des maris quand ils téléphonent pour prendre des intervenantes à domicile, des maris qui travaillent dans les services secrets, donc il faut que des personnes d'origine bien française ou quoi qui inventent pas mal d'idées comme ça. On entend de tout. Et nous, a priori, on a des indications claires de la direction qu'il faut mieux pas aller chez ce client-là. On sait aussi que l'effet pervers, c'est qu'on a des responsables d'agence qui sont objectivés sur leurs chiffres. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui font des distinguos, etc. Après, entre salariés, sur le siège, j'ai dû agir une fois je me suis amusée à placarder ce qu'était la discrimination et les délits. C'est qu'on a pas mal de personnes assez jeunes, sorties d'école. On les paye moins cher, donc c'est normal. Et il se trouve qu'il y avait une personne qui était un peu plus âgée, et il faisait tout le temps la vieille, et elle a commencé à en souffrir, quoi. Et donc j'ai dû rappeler que c'était de la discrimination, gentiment, leur mettant que c'était du pénal. Et bon, ça a été pris moyennement bien, mais bon, ça s'est stoppé. Il faut faire des petits rappels à l'ordre de temps en temps. Nous, on a des personnes qui sont quand même assez bien intégrées en règle générale. Après, il y a toujours des dérives, mais il faut être au courant. Et puis, dès qu'on est au courant, on essaye d'agir. Merci. Donc, maintenant, on va passer à vous, à prendre la parole. Donc, si vous avez des questions à poser, je vois qu'il y a des micro-baladeurs qui... Alors, comme on dit, c'est toujours le premier qui doit se lancer. Il y a une récompense, on vient de me dire. Ouais. C'est Frédéric qui vient de me dire. Voilà. Donc, tu assumeras la récompense. Une question. Ça marche ? Ok. Bonjour. J'ai juste une petite analyse et une petite... Oui, excusez-moi, oui, Pascal Pédrac, membre du bureau fédéral et secrétaire général du syndicat Hôtellerie, Tourisme, Restauration d'Île-de-France. Donc j'ai déjà une petite analyse, en fait, c'est qu'il faut distinguer la citoyenneté dans une citoyenneté qui est inclusive, qui cherche à
à être solidaire, et qu'en fait le mot citoyen ne suffit pas, il faut forcément mettre un adjectif à côté, parce que finalement des organismes aussi sympathiques que, je sais pas, Sens Commun ou le GUD sont finalement des entreprises, enfin des associations ou des mouvements citoyens. Donc c'est là où il faut forcément mettre un adjectif à côté du mot citoyen. Après, alors je tourne un peu en boucle là-dessus, mais sur la participation, enfin sur l'engagement contre les valeurs du FN. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le FN et qu'il y a des personnes un peu limites, comme par exemple Dupont-Aignan, qui a un discours encore pire que le Front National. Et quand Fillon fait appel justement à Sens Commun, qui sont des anciens de la Manif pour tous, qui sont une association de catholiques intégristes, quand Fillon relance sa campagne par le racisme anti-français, donc il ne faut pas ne focaliser que sur le FN, et l'engagement citoyen, il doit être un peu au-delà de ça en fait. Pour parler de Fillon, on peut aussi reparler de toute sa problématique contre l'IVG, qui relance aussi sa campagne là-dessus. Après, j'ai une question sur votre analyse sur la discrimination positive et les quotas. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y en a pas une cinquième, non. Une autre, on va prendre une série de 3 questions, enfin de 3 questions, de 3 intervenants qui posent des questions, on va dire. Ah. Il faut se présenter? Oui, Antoine, du Bureau fédéral. Je ne suis pas certain que nous ayons une définition très claire de ce qu'est la laïcité. J'entends beaucoup de faits religieux, j'entends parler de laïcité, mais la loi de 1905, c'est d'abord et avant tout la liberté absolue de conscience et la liberté de ne pas croire. Et je ne l'ai pas entendu ce matin, ça me pose un problème fondamental. Fondamental. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu ce point? Merci. Merci Antoine pour ton ultimatum. Une troisième personne. Oui, Jean-Pierre Maréchal, Issard. Donc, moi, au-delà du débat, du positionnement que l'on peut avoir par rapport aux valeurs qui ne me posent pas question, ce qui amène au populisme aujourd'hui, c'est depuis 1981 un certain nombre de politiques, dont celles qui défendaient nos valeurs, et récemment encore, quelqu'un de mon entreprise qui votait systématiquement à gauche, suite à la désillusion du gouvernement Hollande, bascule dans un vote réac, comme ça, Front National. Donc nos valeurs ont pu conduire aussi à ça. Donc il faudrait aussi qu'on se pose des questions, c'est comment on défend ces valeurs. Alors, il y avait une première question sur l'adjectif qu'on rajoute au mot citoyen. Donc là, Christophe Bertossi ou Frédéric, je vous laisse. On fait question par question ou parce que sinon je fais une petite. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui m'étaient implicites, enfin qui m'étaient, pas personnellement, mais implicitement adressées. Alors l'adjectif à citoyen, disons qu'il y a des citoyens avec qui je serais plus ou moins à l'aise à la même table ronde, par exemple. C'est sûr en termes de discours. Mais je crois qu'il faut ne pas mettre d'adjectif à citoyen. C'est-à-dire que citoyen, c'est admettre le droit d'être là, dans la cité. Et notre point de vue, c'est dès lors qu'on y est, on a le droit d'y être, en quelque sorte. Alors, bien entendu, on n'est pas d'accord. Ce qu'on dit sur la citoyenneté inclusive, enfin, je ne veux pas parler à la place des autres intervenants, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Ce qu'on dit sur la citoyenneté inclusive veut justement pas dire qu'on est tous pareils, mais qu'on se donne, la citoyenneté, c'est se donner les moyens
je dis bien se donner les moyens en organisation, en règles, en tout ce qu'on veut, justement d'être avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, même des gens, des Zoulous un peu particuliers comme Sens Commun ou des choses comme ça. Il faut faire la place effectivement à toutes sortes, à tout le panel des citoyens. Bon, je ne sais pas si la réponse est complète, mais je pense qu'il y a encore une fois, la citoyenneté ne doit pas être restreinte. Alors, le problème des valeurs, on ne les a pas qu'avec le FN, bien entendu. Bien entendu. C'est-à-dire que dans toutes quand je liste les valeurs de la CFDT et que je le compare, enfin les valeurs, on va juste s'en tenir au préambule, on ne va pas rentrer trop dans le détail, sinon ça sera encore plus radical, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup de valeurs avec beaucoup d'hommes politiques, enfin d'hommes ou de femmes politiques, excusez-moi. Oui, tout à fait. Mais je parlais de partis politiques. Et jusqu'à nouvel ordre, mais je dis bien jusqu'à nouvel ordre, on a une spécificité quand même avec le Front National qui a un discours sur les points qui nous préoccupent, a un discours homogène, et une pratique, une stratégie ancienne, et puis d'autres individus qui effectivement dérivent. Je veux dire, parfois parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont trouvé là la martingale électorale du siècle. Je vais mettre un petit peu d'immigrés, je vais mettre un petit peu de machin, ça va me faire gagner des voix. Donc des dérives qui sont pour l'instant, qui ne sont pour l'instant que des dérives et qui ne sont pas un discours dominant dans un parti. On peut encore arguer de cette frontière-là. Je dis bien on peut encore parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais il faut qu'on fasse la distinction. On peut faire la distinction encore une fois entre, excusez-moi la métaphore, mais ceux qui sont, enfin j'ai presque honte, tant pis, ceux qui sont malades et ceux qui est à l'origine de la maladie. On a quand même une différence de nature, une différence de fonctionnement pour l'instant entre le Front National et d'autres, et encore une fois ceux qui, mais je pourrais vous en citer toute une palanquée de dérives populistes dans les discours, et ça vous surprendrait d'ailleurs. Si je pourrais vous sortir certains noms, certaines expressions, vous seriez surpris de voir qu'il y a effectivement des morceaux, des éléments de populisme chez beaucoup de candidats, et pas seulement à la droite de la droite. J'insiste bien, pas seulement à la droite de la droite. Donc, voilà, en quelque sorte, effectivement, on n'a pas de problème qu'avec le Front National. D'ailleurs, il faut être clair sur les valeurs avec tout le monde. On a un problème avec ce parti en tant que tel. Antoine, la définition de la laïcité. Alors, j'ai presque, mais c'est un peu pour le fun, parce qu'effectivement, c'est un exercice casse-gueule de définir la laïcité. Mais je rappelle que la laïcité, et c'est encore, ça fait 2 fois en une matinée, c'est beaucoup le fonctionnaire qui parle. La laïcité, ça s'adresse à la sphère publique, à l'administration, aux entreprises publiques qui exercent une mission de service public. C'est-à-dire, c'est une posture qu'on adopte quand on est représentant d'une façon ou d'une autre de l'autorité de l'État ou de l'autorité publique, une posture de neutralité qu'on adopte. La laïcité, c'est son champ d'application, c'est ça. Après, dans l'entreprise, on peut parler de faits religieux dans l'entreprise. Moi, je parlerais volontiers de cohésion sociale. C'est ça l'enjeu, effectivement. Quelle cohésion sociale on construit dans l'entreprise, dans l'administration, entre les personnes, dans les relations avec les clients. Enfin, là, on a des questions de cohésion sociale, mais on n'est pas dans un registre de laïcité. La laïcité, c'est tout de même une catégorie juridique. Enfin, à l'origine, c'est une catégorie juridique. Il faut revenir un peu à l'essentiel. Moi, quand la Cour de justice européenne a rendu son verdict, première question d'un journaliste, alors est-ce que c'est une victoire de la laïcité ? Pas de chance, ça ne s'adresse pas aux entreprises publiques, donc ça n'a rien à voir avec la laïcité. Il faut ramener les choses à leur justesse. La laïcité, c'est une catégorie très très importante, c'est la 3e fois que le fonctionnaire parle, très très importante, mais ça n'est pas toujours, on ne parle pas toujours de laïcité quand on parle de laïcité. On parle, et on ferait bien de parler de cohésion sociale parfois plutôt que de parler de laïcité. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, la laïcité c'est une règle extrêmement précieuse. Ça n'est pas une politique, ça n'est pas
un travail, ça n'est pas le travail, c'est un instrument pour construire la cohésion sociale, ça n'est pas ce travail de construction de la cohésion sociale qu'on doit faire. Il va bien au-delà. Et ce qui nous menace aujourd'hui, c'est justement de restreindre tout ce travail de cohésion sociale à une simple règle, fût-elle la laïcité, fût-elle quoi que ce soit d'autre. C'est un travail plus compliqué, c'est un travail d'inclusion, c'est un travail de construction, il faut le faire, et on ne le fera pas si on se maintient, si on se restreint à cette question de la laïcité. Et c'est sans doute pour ça, Antoine, qu'on n'a pas parlé, enfin en tout cas pas parlé spontanément de la laïcité, parce que le sujet de la citoyenneté est bien, d'une certaine façon bien plus vaste, bien plus vaste, et ne se réduit pas à la question de la laïcité. Et cela dit par ailleurs, la laïcité, tu l'as très bien dit, c'est la liberté de conscience. C'est pas une posture religieuse particulière, c'est garantir la liberté de conscience qui inclut le fait de ne pas croire, bien évidemment. Enfin, sur la désillusion et le vote FN, je crois effectivement que, je vais essayer d'être rapide parce que là je sens que j'exagère, mais je crois effectivement qu'une des racines du vote populiste, et je dis populiste plutôt que FN parce que ça va là pour le coup au-delà du vote FN, une des racines c'est le sentiment d'impuissance publique, d'impuissance de l'action publique, de l'action collective. Quand je dis public ici, c'est pas seulement l'action de l'État, mais l'impuissance que finalement on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. Dans le discours populiste, il y a notamment, je le pointe parce que ça nous concerne beaucoup, le renoncement à la lutte contre les inégalités. On parlait de discrimination tout à l'heure, mais ça va plus loin. On n'y arrivera pas à réduire les inégalités. On a essayé plein de trucs, tout ça, on n'y arrivera pas. Effectivement, cette désillusion, ce sentiment qu'on n'y arrive pas, ce sentiment d'impuissance, encore une fois, est à la racine du vote. Alors, il peut s'expliquer, je dirais, par les séquences politiques qu'on a connues. Il peut s'expliquer aussi par des travers français qui, je crois, comment dire, imagine toujours que l'homme ou la femme providentielle va tout résoudre en un claquement de doigts. Forcément, on est toujours déçu, parce que les hommes et les femmes ne sont que des hommes et des femmes. Bon, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais je vous renvoie, et ce sera la fin de mon intervention, je vous renvoie à ce qu'on vit, nous, CFDT. Quand on doit dire, bon, écoutez, il y a un problème, on peut faire un pas pour y arriver. On peut construire une solution progressive, temporaire, partielle, tout ce qu'on veut, mais on peut avancer progressivement. Et le mal que vous avez à faire admettre cette posture, cette position face au problème, de dire, certes, on ne va pas tout résoudre d'un premier coup, on ne va pas tout résoudre par un coup de baguette magique, mais on peut faire quelque chose, on peut faire des choses, et ces choses-là nous rapprocheront de la solution. Ça montre aussi que dans la société française, on court toujours vers la désillusion, on court toujours vers la déception, parce qu'on ne croit qu'aux recettes miracles, qu'aux recettes magiques. Et quand on aura fait comprendre ou refait comprendre ou fait partager cette idée qu'on peut construire collectivement à condition de s'en donner le temps, les moyens de l'organiser, je crois qu'on aura débranché en partie la machine à fabriquer du populisme. Je vais peut-être prendre les questions dans l'ordre inverse dans lequel elles ont été posées et partir de cette question sur la laïcité, dont je vois bien qu'elle est l'une de celles, peut-être l'une des rares à être capable de chauffer la salle, puisque c'était la seule qui a entraîné autant d'applaudissements. Et évidemment, moi, je ne vais pas m'inscrire dans cette discussion sur quelle est la bonne définition, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'il faut applaudir ou pas. Avec un petit peu de recul, en tout cas essayer de mettre un petit peu de recul, la définition de la laïcité, c'est une manière citoyenne d'organiser le pluralisme des valeurs et des conceptions du monde. Bon, la loi de 1905, on y revient toujours, elle dit deux choses. Elle dit la liberté, elle dit la neutralité. Liberté des gens à croire, à ne pas croire, à croire ce qu'ils veulent, à ne pas croire de la manière dont ils veulent ne pas croire. Et puis la neutralité de l'État, ce qui a été rappelé, c'est sur les deux valeurs fortes de la définition de 1905. On s'y réfère souvent à la définition de 1905 et puis par la bande, on y rajoute de nombreux éléments qui n'y étaient pas dans la loi de 1905. Preuve que c'est vraiment un objet de bataille. Voilà. Bon, première chose. Alors, cette liberté de ne pas croire, vous avez raison de le rappeler, de mon point de vue, elle est impliquée dans la définition elle-même. Donc. Et en même temps, il y a quand même un problème qui vient du fait que
si personne ne conteste le fait que la laïcité, c'est aussi la liberté de ne pas croire, il y a beaucoup autour de ce thème de construction, de représentation, qui viennent du débat politique, qui viennent du débat public, du débat médiatique. Beaucoup d'idées produites sur le fait que si on serait aujourd'hui en situation de devoir défendre cette liberté de ne pas croire, ce serait en raison d'un groupe en particulier, de la montée de revendications religieuses sur des endroits où il ne devrait pas y avoir de revendications religieuses, et une pression dite communautariste dans le débat public qui viendrait de certains groupes en priorité. Bon. Et là, on voit comment est-ce que, au motif de l'argument de la liberté de ne pas croire, qui est un motif d'inclusion, on peut avoir des usages publics, politiques, médiatiques, qui instrumentalisent ce message d'inclusion pour d'autres raisons, pour d'autres objectifs, qui sont aussi, au final, des objectifs d'exclusion. Et je sais que ce n'est pas du tout ça qu'on a en tête ce matin lorsqu'on discute de tout ça, mais ces discussions-là ont des effets. Voilà. Et je pense que c'est sur les effets-là que je voudrais vraiment appeler votre attention. Et j'y reviendrai d'ailleurs sur ces effets-là dans une minute pour répondre à votre question sur bonne citoyenneté, mauvaise citoyenneté. Ce que j'ai essayé de rappeler tout de même en introduction tout à l'heure, c'est que nos discussions sur ces sujets, nos discussions sur nos valeurs qui sont si centrales et si importantes pour nous aujourd'hui, elles ont une histoire. Et des fois, elles ont une histoire très courte. Et on a rarement la mémoire de cette histoire très courte parce qu'on a l'impression que c'est tellement central qu'on reconstruit derrière nous une histoire et on a l'impression que ça a toujours été central. Bon, cette question de la laïcité, au fond, elle n'a pas toujours été si centrale. Lorsque on en a beaucoup parlé au milieu des années 90, ce n'était pas du tout pour parler de citoyenneté, c'était pour parler de rapport entre l'école publique et l'école privée. Le million pour la citoyenneté de 94, c'était ça. C'était le million dans la rue pour défendre l'école publique, l'école privée, etc. Bon. Et c'est beaucoup plus tard que cette notion de laïcité qui chauffe la salle est devenue quelque chose de plus large que ce rapport entre enseignement public et enseignement privé et enseignement libre, comme on disait à l'époque. Bon. Donc ça a une histoire, ça a une évolution. S'agissant du contenu des principes que les valeurs de la laïcité impliquent dans l'école publique, là encore, simplement entre 1989 et 2004, donc en 15 ans, il y a eu un renversement total de la définition donnée à la laïcité scolaire. En 1989, les affaires du collège à Creil, 2 jeunes filles arrivent voilées, premier émoi, en plus c'est le bicentenaire de la Révolution française, donc il y a un contexte d'attention du public sur le sujet, et on en fait une affaire, en plus c'est dans la ligne droite des longs débats qu'il y a eu sur l'Iran, la révolution islamiste, etc. Bon. 89, on demande l'avis au Conseil d'État. Comment est-ce que, face à cette situation au collège de Creil, on doit concevoir la réponse publique à apporter à ces 2 voiles qui rentrent dans l'école? Réponse du Conseil d'État 1989, il n'y a pas de contradiction entre le voile et la laïcité à l'école. Là où il peut y avoir une contradiction, la limite, c'est les cas de prosélytisme. Donc on a une définition dans l'enceinte scolaire qui nous paraît pourtant aujourd'hui si centrale dans nos discussions sur la laïcité, qui dit non, non, le voile n'est pas incompatible avec la laïcité à l'école. C'est le prosélytisme qui est le limite. 2004, évidemment, et vous le connaissez, vous le savez, on a un renversement complet où le voile est au nom de la laïcité avec les autres signes religieux ostensibles, mais ce n'est pas vraiment ces autres signes religieux qui ont motivé les gens qui ont fait la loi de 2004. On interdit, c'est comme ça qu'on organise. Donc, en 15 ans, un renversement complet de la façon dont on envisage et dont on met en œuvre la question de la laïcité. On ne sait pas, dans 15 ans, comment on débattra de cette question de la laïcité, ni sur quel sujet on parlera de la laïcité. Peut-être qu'on parlera de la laïcité pour le travail, mais d'une manière complètement différente. Et je pense que cette évolution rapide, elle doit aussi nous inciter à être vigilants sur à la fois les effets de nos préférences et s'assurer qu'on n'est pas uniquement sur des moments trop courts. Il faut toujours penser sur un peu plus long terme. Il n'en reste pas moins que la bataille sur la liberté
Et la neutralité reste depuis 1905 une bataille importante et c'est une bataille citoyenne. Et j'en viens du coup à la réponse qui sera plus courte à votre question. Évidemment, prenons garde de ne pas opposer les bons citoyens et les mauvais citoyens. Parce que on jouerait le jeu des discours et des partis et des leaders d'opinion qui font sommation à ce qu'on dise que le Front National c'est pas bien, etc. Ce que je disais tout à l'heure, prenons garde de ne pas laisser sur le bord du chemin toute une partie de population qui vivent mal aujourd'hui des réalités qui sont très compliquées. Bon. Ce qui me paraît très intéressant dans cette discussion, c'est que, et là encore la comparaison entre la France, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas est assez, et les États-Unis désormais après Trump est assez intéressante de ce point de vue, c'est qu'on a longtemps pensé que les valeurs de progressisme social allaient de pair avec la tolérance. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour être progressiste du point de vue de la façon dont on doit organiser moralement et socialement une société, la lutte contre les discriminations, la tolérance envers les gens qui sont perçus comme différents, cette tolérance est au centre du paquet du progressisme moral. Il se passe quelque chose sous les coups du discours populiste et nativiste dont on parlait tout à l'heure aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et j'ai l'impression qu'en France, c'est en train d'évoluer aussi sous ce rapport, qui est la chose suivante. Le progressisme moral est un programme aujourd'hui qui est défendu par des gens qui ne sont pas, de mon point de vue, très progressistes, et qui nous raconte une histoire. Et cette histoire, c'est que on ne peut plus être tolérant avec les gens qui ont des valeurs rétrogrades. Les gens qui ont des valeurs rétrogrades dans le débat aux Pays-Bas, c'est très clairement la racaille, entre guillemets, marocaine, et le musulman, la description publique du musulman. Le musulman rétrograde, qui est contre l'égalité homme-femme, qui est contre le droit, la non-discrimination contre les couples de même sexe, etc. Et la question de la sexualité et la question de l'égalité de genre, dans le débat néerlandais par exemple, est devenue un pilier fondamental autour duquel s'organise le débat politique. Et quelqu'un comme Wilders, mais autour aussi, finit par dire que, évidemment qu'on ne peut plus être tolérant avec ces musulmans rétrogrades, puisqu'on doit défendre nos valeurs de progrès social dans lesquelles on met l'égalité homme-femme et la question des sexualités, contre des gens qui nous disent que ces valeurs-là d'égalité de genre et d'ouverture aux sexualités ne sont pas des bonnes valeurs. Et on a comme ça une reconfiguration qui me paraît assez importante et qui doit être réfléchie en termes d'action aussi et d'organisation du mouvement syndical certainement, où aujourd'hui on a des gens qui, au nom du progrès moral et social des sociétés, disent qu'on ne peut plus être tolérant avec toute une partie des populations qui font pourtant partie prenante à part entière des sociétés européennes. Aujourd'hui c'est les musulmans en particulier, mais demain ça pourrait être d'autres choses. Et je crois que, du coup, les deux questions sont extrêmement liées et je pense qu'elles appellent à dévoiler la complexité des situations, y compris pour l'action. Merci. Une autre série de questions. Bonjour, Berthe Soudé, secrétaire générale du syndicat SICO, syndicat commerce sur Paris et une partie de sa région. Ma question, en fait, elle concerne la prise de conscience pour nous autres citoyens et concitoyens français de notre problématique à accepter quand même l'histoire de la France, notamment en ce qui concerne sa colonisation, qui serait peut-être un élément fondamental sur lequel repose un peu la force dont se sert le FN pour pouvoir développer son terrain. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis l'exemple d'une personne devenue française, née de parents nés français à l'étranger et qui a dû se naturaliser. Donc déjà en soi, pour moi c'est un gros quiproquo et un grand paradoxe. C'est que j'ai dû faire la demande de mon appartenance à la citoyenneté française alors que mes parents eux-mêmes étaient nés français et que mes grands-parents ont combattu pour la France. Merci.
Bonjour, Sylvain Massé, membre du bureau fédéral. Alors, certains nous prédisent l'arrivée du Front National au pouvoir, d'autres nous disent que c'est totalement impossible et que ça n'arrivera jamais. Bon, quoi qu'il en soit, on sera fixé dans quelques semaines. Voilà. Alors, ma question, c'est un peu sur la préparation des organisations syndicales et du mouvement associatif à ce style de scénario. Est-ce qu'on a envisagé, effectivement, l'existence, alors déjà, de la CFDT ou dans un gouvernement de style extrême droite, effectivement. Est-ce que c'est des scénarios qui ont été envisagés? Est-ce qu'on s'y est préparé? Est-ce qu'on y est capable? Voilà. Est-ce que globalement aussi a été envisagé des formes d'union avec d'autres organisations syndicales, enfin une forme quelque part de mouvement de résistance? Voilà. Quels sont les scénarios qui ont été concrètement envisagés? Voilà, merci. Alors, Franck, du syndicat des services Meurthe-et-Moselle. Alors moi, des fois, je suis fier d'être français, des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai l'impression de vivre en 1936. Et je me dis que nos politiciens, ils ont aussi leur part de responsabilité. Si le Front National, il est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas voulu le détruire. On a joué les apprentis sorciers pour empêcher les uns, les autres d'avoir le pouvoir. Puis maintenant, on est bien dans la merde. J'ai l'impression aussi que je fais, à titre de citoyen, je ne fais plus la différence moi, entre Fillon et Marine Le Pen. C'est les mêmes pour moi. Après, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Et puis des fois, j'ai honte. J'ai honte d'être français des fois. Une dernière question. Donc, je vous laisse répondre sous la même forme que tout à l'heure, en bloc. Excuse-moi. Oui, alors en plus, j'ai oublié de répondre à la question sur la discrimination positive. Donc, je vais y revenir au début, très rapidement, aussi rapidement que possible. Discrimination positive et quota. Il faut faire attention. Là encore, de qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Parce que quand on parle de discrimination positive, on pense toujours à quota et à règle, encore une fois. La discrimination positive, c'est une politique compensatoire. J'essaie de compenser une inégalité. Et de ce point de vue-là, on est pour et archi pour la discrimination positive. Je vais faire un exemple, ou plutôt à ce niveau de mauvaise foi, c'est plus une métaphore qu'un exemple. Mais en matière de santé, ça ne vous gêne pas la discrimination positive? Vous n'allez pas dire, moi aussi je veux un scanner comme le type d'à côté qui est malade. Ça paraît évident qu'on donne plus de soins à ceux qui sont plus malades. Je veux dire, c'est tellement, ça ne nous pose pas de problème. Bon, je vous avais prévenu que la métaphore était un petit peu de mauvaise foi, mais fondamentalement c'est ça. C'est-à-dire que c'est une idée naturel quand on y réfléchit, que si on veut corriger des inégalités, il faut quelque part les compenser d'une façon ou d'une autre, en amont, en aval. Bon, il y a 1000 descripteurs, mais le principe en lui-même et ce qu'il signifie vraiment ne pose pas de problème. Après, sur la question des quotas, je n'aurai pas de réponse générale sur la question des quotas. Ça peut se justifier, mais je renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut lutter contre les discriminations, si on veut vraiment lutter contre notre pratique discriminatoire, il faut avoir une réflexion, il faut avoir une politique, une action quotidienne. Et ce n'est pas, là encore, en s'en remettant à un dispositif réglementaire qu'on résout les choses. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Si vous voulez réellement lutter contre les discriminations, les quotas ne suffiront pas. Les quotas suffiront pas. Si on veut être efficace, il faut se regarder faire au quotidien. Quand on réglemente les promotions, quand on distribue les promotions, quand on fait une politique de promotion dans une entreprise, dans l'administration, il faut se regarder faire en disant « Tiens, est-ce que je ne serais pas en train de discriminer mon insu ?» Elle est là la frontière d'action contre la discrimination, plus peut-être contre des choses, des règles, encore une fois, comme les quotas, qui peuvent être utiles, qui peuvent être nécessaires. Mais il faut prendre conscience que le phénomène a une dimension particulière. Et juste en annexe avec cette question des quotas quand même. Parce que ce qu'il y a derrière la question des quotas ou de la discrimination positive, c'est qu'il faut quand même reconnaître que dans la discrimination, même si j'ai dit on discrimine les jeunes, on discrimine les seniors, on discrimine les femmes, on discrimine il y a quand même, quand vous croisez tous ces critères,
il y a quand même des populations bien particulières qui sont un peu les perdants du loto, si j'ose dire. Et aujourd'hui, on sait que si vous êtes une femme âgée de plus de 55 ans, plus de 50 ans, je ne sais plus quelle est la frontière, d'ailleurs elle est plus statistique qu'autre chose, et que vous êtes d'origine étrangère, ou du moins, plus exactement, qu'on peut visuellement vous attribuer une origine étrangère, autrement dit, vous n'avez pas l'air français gauloise, eh ben, là, vous êtes vraiment les perdants de la discrimination. Donc, il faut quand même qu'on pense que derrière, il y a des groupes qui sont quand même qui sont effectivement cruellement stigmatisés en France. Il faut quand même se le rappeler. Même si la solution n'est pas forcément un quota, il faut quand même voir ce qu'on produit en matière encore une fois, de discrimination. Voilà. Donc, j'ai fait mes devoirs en retard et répondre à sur la question de la colonisation, très rapidement, j'irai plus loin, colonisation, mondialisation. Je tente un truc, mais évidemment que dans des pays comme l'Europe, enfin dans les pays européens, dans les pays qu'on disait développés il y a encore quelques temps, bien évidemment, on a été, en tant que nation, en tant que pays, on a été les gagnants de la mondialisation, des formes qu'elle prenait à l'époque. Des deux ou trois derniers siècles, là je laisserai les historiens répondre ou préciser les choses. On a accumulé des créances, une richesse sur le reste du monde. On n'a pas, je dirais, en avoir honte en soi. Mais de fait, on était dans une situation de domination, et sans donner trop de signification à ça, par rapport au reste du monde. Or, l'évolution des choses, et c'est heureux, va dans le sens d'un rééquilibrage, d'une égalisation des conditions de vie dans le monde. Et c'est heureux, on ne va quand même pas imaginer que le monde parfait, c'est le monde où 500 millions d'Européens ont un niveau de vie 3 fois supérieur à la moyenne du niveau de vie mondial. Mais ce rééquilibrage, il inquiète. Je crois qu'il faut comprendre ça, il faut qu'on en ait conscience. C'est-à-dire qu'on se sentait protégé par notre domination, en quelque sorte, protégé en tant que personne. Ce qui est complètement illusoire d'ailleurs. Là, on est face à un changement, face à un rééquilibrage. Il faut qu'on réapprenne que, mais encore une fois, ce qu'on dit dans l'entreprise, qu'on peut être juste sans être en position de domination, que pour se défendre, il n'y a pas que le rapport de force, que la domination, on peut fabriquer des rapports de justice. Dans un monde ouvert, on n'a pas besoin de se surprotéger, par exemple, par de la préférence nationale pour se protéger soi-même. Au contraire, la protection qui est assise sur une règle de justice, qu'elle soit dans l'entreprise, dans la nation ou au niveau international, est beaucoup plus efficace que la protection qui est assise par un monopole sur la richesse ou sur quoi que ce soit d'autre, ou sur la citoyenneté. Sur l'arrivée, est-ce qu'on se prépare à l'arrivée au pouvoir du FN, ou j'allais dire oui et non. On n'est pas en train la CFDT n'est pas en train de planquer ses avoirs à l'étranger ou de se préparer, je sais pas quoi, à avoir une radio libre en dehors des eaux internationales. Cela dit, c'est une éventualité qu'il faut qu'on ait en tête. Mais quelque part, on ne part pas de rien. Allez voir nos amis, nos camarades de la Fédération Interco qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est syndicaliste, quand on est fonctionnaire d'une collectivité locale qui bascule à l'extrême droite? Il y a effectivement une préparation à avoir. J'en dirai pas plus, parce que d'abord, je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce stade de la compétition, comme on dit. Mais oui, il faut s'y préparer, il faut savoir ce qu'on fera. Union avec d'autres OS, on y est prêt. OS, organisation syndicale, on y est prêt. Après, on va voir comment ils eux-mêmes se positionneront. S'il faut faire un 1er mai unitaire contre le Front, contre le Front National, fichu 1er mai qui a la mauvaise manie de tomber entre les deux tours de l'élection présidentielle, on le fera. De notre côté, il n'y a pas de problème. Après, la perche est tendue, on verra si elle est saisie. Dernière chose, ce que disait Franck, responsabilité des politiques dans la montée du Front National. Oui, bien sûr. Moi, je dirais je renvoie quand même à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup des camions, des wagons, des trains, des bateaux entiers, des tankers de critiques à adresser au monde politique. Mais pensons toujours à regarder aussi notre débat politique, comment il fonctionne. Et il y a des racines profonde en France à la montée du Front National, même si l'incurie ou l'incurie de certains ou des décisions ont pu accentuer les choses. Je reviens juste sur Fillon, pareil que Le Pen. Alors je ne m'approfondirai pas sur cette comparaison de peur d'y souscrire en partie.
Ce que je veux dire quand même, il y a au-delà de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans l'expression de Fillon et celle de son parti, de François Fillon et de son parti, il peut y avoir une nuance, en tout cas, c'est qu'il y a une nuance, il y a moins d'homogénéité qu'au Front National. Je remarque quand même que quand Marine Le Pen développe son discours, elle monte dans les sondages. Quand François Fillon développe le discours de Marine Le Pen, il baisse dans les sondages. Donc ça illustre, si vous voulez, la différence, non pas entre les discours, hein, et peut-être pas entre les personnes, mais il y a quand même des situations politiques qui ne sont pas exactement les mêmes, et quelque part, c'est tant mieux. Christophe Berdossi, vous voulez intervenir? Sandrine, vous voulez? Vas-y. Ce que je trouve dommage, moi, c'est que le problème, c'est maintenant, on fait peur avec la différence. C'est la peur de la différence pour n'importe quelle discrimination, alors que c'est pour ça que je me suis inscrite aussi avec SOS Racisme, parce qu'on travaille avec les jeunes. Il faut montrer justement que la différence, c'est une richesse. Et que je me rappelle d'une intervention auprès d'un public de collégiens. C'était une maison familiale rurale où il nous avait dit oh là là, alors il y a un Auchan près du Mans. Quand on va au Auchan, il y a plein d'étrangers, il nous avait dit. Alors ça nous avait fait largement sourire et on lui avait dit et alors, quel est le problème ? Est-ce que tu accepterais, toi, que vous soyez tous blonds, aux yeux bleus, etc. C'est pas une richesse d'être différent, etc. La couleur de la peau, c'est comme la couleur des cheveux, etc. Est-ce que c'est pas mieux d'être différent ? Et là, le gamin avait réfléchi, il avait dit ah bah oui, c'est vrai que si on était tous pareils, ça serait pas rigolo. Et ben oui, c'est bien d'être différent, ça apporte d'autres visions, ça apporte du changement. Si on était tous pareils, ça serait pas rigolo, quoi. Voilà. Un point général, on est aussi confronté à des perceptions sociales qui exagèrent la présence immigrée réelle dans la société française. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des sondages très clairs là-dessus, lorsque vous posez la question à combien estimez-vous la présence soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés aujourd'hui en France, pour les immigrés, la réponse était de 24%, alors que la présence réelle est de 8%. Donc il y a aussi des ressentis comme ça. L'immigration imaginée, la diversité imaginée par la société est toujours 3 fois plus grande que l'immigration réelle, et ça joue du coup sur l'efficacité des discours qui en appellent à fermer les frontières, à jouer l'identité nationale, etc. Donc votre question sur l'histoire française, qui est une histoire de colonisation et qui est une histoire de décolonisation, et visiblement aussi une histoire de décolonisation difficile et toujours pas entièrement digérée, c'est une question, je crois, sur la reconnaissance et les mémoires aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, lorsqu'on comparait les pays d'immigration qui étaient la France, le plus ancien pays d'immigration en Europe, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, avec d'autres pays qui avaient aussi eu une longue histoire migratoire comme les États-Unis, l'Australie ou le Canada, on était frappé de voir à quel point dans ces sociétés américaines, canadiennes et australiennes, l'histoire migratoire était au cœur du récit national, quand ce n'était pas du tout le cas, et pourtant c'était aussi important dans l'histoire nationale de pays comme la Grande-Bretagne, la France. Bon. Donc c'est aussi, là encore, un processus d'inclusion et d'exclusion de récits qu'on met ou qu'on ne met pas. L'effet de la colonisation sur les débats qu'on a aujourd'hui sur l'immigration est direct. C'est-à-dire qu'on débat de populations à propos desquelles on se demande est-ce qu'elles peuvent être intégrées, je n'utilise jamais ce mot dans mon travail, intégrées, est-ce qu'elles peuvent être des Français comme les autres, etc. Et en fait, c'est toujours la dimension coloniale et postcoloniale qui est présente, c'est qu'on ne les voit pas comme des citoyens, on les voit comme des sujets coloniaux. Et l'histoire d'avoir vu ces populations pendant des siècles comme des sujets coloniaux et de les avoir laissés en dehors de la citoyenneté républicaine, y compris sur le territoire métropolitain que constituaient les 3 départements algériens, a laissé des traces
longue et durable sur les représentations sociales et publiques. Mais d'abord, on se rend compte qu'au fond, les États-Unis, après Trump, changent aussi. C'est-à-dire que si les États-Unis avaient cette longue histoire migratoire et que la société américaine et ses institutions avaient mis l'immigration au cœur du récit national, ça n'a pas empêché Trump. Et à revers, on a longtemps pensé que pour empêcher Le Pen, pour empêcher Geert Wilders, pour empêcher même le Brexit, il fallait faire un travail de retour sur cette mémoire des diversités, cette mémoire de l'histoire coloniale, pour lui donner une place et faire en sorte que les sociétés puissent être plus tolérantes. Donc la comparaison États-Unis-Europe ne marche plus sous ce rapport parce que la place de l'immigration dans le récit national n'a pas empêché Trump. Une dernière difficulté, c'est au fond lorsqu'on parle de la place de l'histoire des migrations et de la colonisation et des décolonisations, y compris dans leur dimension violente. Au cœur du récit national sur l'histoire de France, en l'occurrence, on parle de la mémoire de qui ? Et ce récit mémoriel, il est mis sur la table, il est raconté par qui ? Et je trouve que dès qu'on rentre dans des débats sur la mémoire, là encore, on rebloque le débat. Et ces mémoires migratoires, lorsqu'on en discute, ce sont rarement par la voix des migrants et de leurs descendants qu'on lui donne une présence, mais c'est toujours une manière pour remettre la mémoire nationale des conceptions imaginées d'une homogénéité culturelle de longue durée au milieu du débat. Et du coup, des fois, le débat sur la mémoire rééloigne encore un peu plus la voix des migrants et de leurs descendants dans ce travail d'anamnèse, de restitution, de surmonter l'amnésie collective qu'on a sur ce passé. Ce passé compte, ce passé a un effet direct sur la manière dont on vit et se représente le sujet aujourd'hui, et en même temps, c'est un sujet qu'on ne sait toujours pas bien travailler. Les historiens y ont travaillé depuis la fin des années 80 et très bien, mais ça n'a pas de prise sur le débat public. Il n'y a qu'à voir la carrière du musée d'histoire de l'immigration. Il a fallu 7 ans pour qu'il soit officiellement inauguré après son ouverture. Donc c'est une histoire qui ne passe pas bien. Et du coup, j'en reviens peut-être à cette question de discrimination positive, si on a un petit peu de temps. Alors, je ne veux pas rentrer sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je voudrais juste, de mon point de vue d'usager des méthodes des sciences sociales, j'ai fait du terrain dans une institution en particulier qui est l'institution militaire, où je suis allé dans les armées de terre, armée de l'air, marine et beaucoup la gendarmerie, observer comment est-ce que les Français issus de l'immigration postcoloniale étaient devenus ces nouveaux soldats dans un moment très spécifique qui était le passage de la conscription à la professionnalisation. Et dans ce moment très spécifique, l'armée est passée par une transition, à la fois dans les modes de recrutement, comment faire pour être sûr que les conscrits perdus puissent être remplacés alors même que le mode de recrutement est basé désormais sur l'engagement volontaire, comment faire ? Et comment est-ce que, une autre question peut-être plus culturelle, plus symbolique, comment faire alors que la place de l'armée, ça a été longtemps dans la société française, la conscription, maintenant qu'on perdait la conscription, quel pouvait être le ressort de la légitimité sociale, de la présence de l'armée française dans la société française. Et dans cette transformation, il y a une dimension qui est devenue très 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 importante, qui a été, on va refonder la politique de recrutement et on va refonder la légitimité sociale des armées françaises devenues professionnelles autour de la question des minorités. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que bassin d'emploi sinistré, forte discrimination, pression sur l'accès au marché du travail de ces jeunes bien qualifiés mais qui étaient confrontés aux discriminations, c'est un bassin d'emploi qui est facilement mobilisable. Deuxième raison, comment réussir la professionnalisation des armées françaises ? Ils n'avaient pas trop d'idées, du coup ils sont allés voir des exemples de professionnalisation réussie. Il y en avait 2 particulières, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et dans les 2 cas, les armées britanniques et les armées américaines avaient joué beaucoup sur ce ressort de la déségrégation, de la participation des minorités ethniques et culturelles dans ces nouvelles institutions. Donc les armées françaises, au début des années 2000, 2005, 2009,
on misait beaucoup sur on va faire la discrimination positive à un moment en plus où le débat public, rappelez-vous ce que disait Sarkozy sur le sujet, on va faire la discrimination positive. Il a nommé un préfet musulman, enfin voilà, préfet musulman avec des guillemets, hein, bien sûr, ce que je viens de dire. Bref. Alors je suis allé sur le terrain et je suis essayé de comprendre comment est-ce que tout ça était perçu par les gens qui s'engageaient et qui étaient les objets de ces politiques. Et on revient finalement au premier thème dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui était frappant, c'était que les raisons fondamentales pour ces populations dont on parle là, hein, l'objet prioritaire des nouvelles politiques de recrutement des armées dans cette période-là, donc les populations postcoloniales, pour reprendre le même label, étaient rentrées dans les armées pour enfin disparaître comme population issue de l'immigration. C'est-à-dire qu'elles sont trouvées dans l'armée un lieu, un espace, le dernier précaré de la République universaliste, alors qu'elles avaient accumulé les expériences de discrimination à un stage, à l'entrée sur le marché du travail public comme privé, à la formation, etc. Et du coup, elles s'étaient tournées vers les armées, et en particulier aussi l'armée de terre et la gendarmerie, en pensant que c'était sans doute la dernière institution où on ne les regarderait pas ni sur la base de leur nom de famille, ni sur la base de leur couleur de peau, ni sur la base de leur histoire migratoire. Or, pof, ces nouveaux militaires sont rentrés dans une institution qui, à l'époque, était complètement obsédée par la catégorie de minorité visible. À tel point qu'ils ont voulu tester l'efficacité opérationnelle d'une politique qui utiliserait explicitement et formellement, ouvertement, la notion de minorité visible. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré 125 personnes qui m'ont dit que, bien sûr qu'il y avait la discrimination, un barrage sur lequel il faut travailler, et là il y a un grand agenda de lutte contre les discriminations qui est très important, mais ces nouvelles politiques qui les ciblaient en tant que précisément ce qu'elle ne voulait plus être dans le regard et de la société française et de l'institution pour laquelle elle travaillait, cette politique utilisant la minorité visible comme catégorie de recrutement, leur donnait une souffrance, les faisait se sentir à nouveau pas là où elles voulaient être elles-mêmes. Elles étaient rentrées en tant que citoyens français et patatras, elles étaient à nouveau catégorisées comme pas tout à fait ça. Et je crois que du coup, ça donne aussi une indication, pas de principe, pas au nom de quelle grande valeur on doit ou non décider une politique pertinente pour corriger les inégalités qui structurent la société française. Il faut corriger les inégalités, et parmi ces inégalités, l'inégalité raciste est très importante. Les valeurs, elles sont très compliquées et on ne va pas se mettre d'accord. Donc, je vais laisser les autres parler des valeurs, mais il y a une autre dimension dans cette discussion, c'est ce que j'ai voulu vous mettre là dans la discussion, c'est comment c'est perçu, comment c'est reçu par les gens que ça concerne. Ça peut être perçu comme une opportunité, mais ça peut être aussi perçu comme une grande souffrance, parce que c'est encore une manière de remettre à l'épreuve l'appartenance de gens qui appartiennent. Voilà. Donc c'est une complexité en plus à mettre, je crois, dans la discussion. Au-delà des principes qui peuvent nous mouvoir et qui peuvent nous émouvoir, ça concerne aussi la vie quotidienne de beaucoup de gens. Voilà. On approche à la fin de cette table ronde. On a encore deux petites choses. Alors, le quatrième clip vidéo, voilà, je ne vous le décris pas. En plus, il y a un lien avec une partie de la motion qui va être soumise au vote tout à l'heure. Donc, je vous laisse découvrir. Antonio, cuisinier depuis 10 ans, pense bien sûr à l'avenir de ses enfants. La situation sociale et économique en France le préoccupe. Avec la CFDT, il s'engage pour construire la société de demain sur des projets communs et ouverts sur le monde. Il sait que quand il met son bulletin dans l'urne, il participe aussi à la vie de la cité. Solidarité, vivre ensemble et égalité sont les valeurs à défendre et à préserver avec notre voix de citoyen. S'engager pour chacun, agir pour tous. Juste, il nous reste un petit peu de temps, un tout petit peu de temps, un petit mot de conclusion, rapide. Je sais que ce n'est pas l'exercice le plus facile. Qui commence, Eric ? C'est toujours moi qui commence, c'est pas juste. Il y a, là, voilà une forme de discrimination particulièrement sévère à mon endroit. Plus sérieusement, un mot de conclusion. Peut-être justement qu'il faut
non, j'allais faire une pirouette un peu facile, mais qu'il n'y a pas de conclusion justement à ce travail. Moi, je veux insister sur cette idée-là qu'on est face à quelque chose en matière de discrimination, de construction de la démocratie, de la citoyenneté dans l'entreprise. Peu importe l'entrée qu'on a, on a utilisé finalement plusieurs entrées pour parler de quelque chose qui est relativement, d'une seule et même chose. Ce qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête, c'est qu'on est face à un agenda qui implique un travail régulier, quotidien, convergent. C'est-à-dire que ça n'est pas, encore une fois, par des règles, par des règlements supplémentaires, des lois supplémentaires qu'on avancera ces choses-là, mais c'est bien par la construction de politique, je dis politique pour décrire une action collective, mais de politique qu'on mènera dans l'entreprise, dans l'administration, dans un territoire, au niveau national, à tous les niveaux. Il faut qu'on ait conscience de ça. Maintenant, si on veut vraiment bâtir une citoyenneté, que ce soit une citoyenneté dans l'entreprise, une citoyenneté nationale, il faut en faire un objet permanent d'action. C'est-à-dire qu'il faut se citoyenniser, oh mon Dieu, le mot que je viens d'inventer, il faut fabriquer du citoyen en permanence, fabriquer de la citoyenneté, d'ailleurs je préfère ça, fabriquer de la citoyenneté plutôt que fabriquer du citoyen, en permanence et de façon transversale. Tout y contribue, les politiques sociales, les politiques d'éducation, les politiques territoriales, toutes les politiques, toutes les actions contribuent à cette construction de la citoyenneté. Et il faut qu'on ait un œil dessus en permanence, nous syndicalistes, parce qu'on est, je crois, on est en capacité d'agir sur beaucoup des leviers de la construction de ces citoyennetés. Voilà, un mot de conclusion, entre guillemets. Comment conclure? Je pense que quand on rentre dans le syndicalisme, c'est qu'on a envie qu'on en a marre de râler tout seul dans son coin et qu'on veut faire bouger les choses, qu'on veut bouger pour tout le monde. Je pense qu'être citoyen, c'est pareil. C'est un individu dans un très grand collectif qui doit faire en sorte que tout fonctionne et marche bien. Très brièvement, deux choses peut-être. La citoyenneté au sens où on en discute ce matin, ça s'appuie sur des pratiques, ça s'appuie sur des idées, ça s'appuie sur des valeurs. Et tout cela n'est pas acquis. Et je crois qu'on est dans un moment social, politique, historique, où ces pratiques, ces acteurs et ces valeurs sont mis sous beaucoup de stress. Et pour ma part, je suis un petit peu pessimiste sur l'issue de moyen terme, mais ça veut vraiment dire qu'on ne peut pas partir en pensant qu'on dispose de quelque chose comme un acquis. Il faut les travailler fondamentalement parce qu'elles sont dans une situation de risque. La deuxième chose, c'est que on ne peut rien faire si on n'a pas le désir véritable et sincère de connaissance. De connaissance à la fois des mécanismes qui sont souvent très complexes, contradictoires, qui fourmillent dans tous les sujets dont on a parlé, de citoyenneté, le monde de l'entreprise, le travail, la diversité, l'immigration, l'Europe, Trump. Bon. C'est très compliqué, mais je crois qu'il faut être dans une démarche de connaissance critique permanente et de la place que j'occupe, c'est-à-dire le sociologue invité pour venir discuter avec vous dans votre enceinte de l'action syndicale et du programme sur les questions de citoyenneté que cela doit créer, je dirais il faut que les chercheurs s'impliquent, il faut que les chercheurs trouvent cette place dans la discussion et dans la réflexion et dans la définition de l'action. Et alors, les chercheurs s'impliquent, on essaye. On n'a jamais de résultats convaincants dans la façon dont les politiques publiques sont mises en œuvre, parce qu'ils savent très bien que ça ne peut pas marcher et en même temps, ils sont dans des logiques où ils s'en fichent. Et la connaissance n'est pas du tout le meilleur vecteur de l'action publique dans le moment actuel. Donc je crois que la connaissance critique, elle doit se construire à la fois dans un dialogue entre des acteurs comme vous,
votre expertise, les contextes et votre agenda, et puis ce que nous, on peut aussi développer de notre côté comme expertise et comme agenda. Et là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire en coopération. Alors moi, juste pour conclure, je vais faire un peu de promotion. Alors, déjà sur les 4 clips d'animation que vous avez vus durant la table ronde, donc c'est pas une diffusion éphémère, puisqu'à partir de demain, ils vont être diffusés, alors pas en même temps, hein, ça va être sur une période d'1 mois à raison d'1 clip par semaine sur les réseaux sociaux, donc ça va être mis en ligne sur les réseaux de la fédération, et puis bien sûr on invite les militants, les syndicats à relayer. Le choix a été fait cette année de faire une campagne digitale plutôt qu'une campagne plus comme on avait l'habitude de faire auparavant, format papier, où on envoyait du matériel aux syndicats, aux militants, avec toute la complexité de diffuser. Là, on a choisi cette méthode parce qu'on voit que c'est beaucoup plus partagé, ça va beaucoup plus vite et ça permet aussi de séquencer plusieurs supports de communication qui va arriver juste avant le premier tour des présidentielles. Donc demain, c'est disponible et vous pourrez les revoir et les partager. Je rappelle aussi l'ouvrage de Christophe Bertossi, La citoyenneté à la française, valeurs et réalité, au CNRS édition. Et puis de la production interne, alors, ça c'est juste un rappel, hein, les petites fiches pratiques qui sont diffusées à travers Syndicalisme Hebdo, notamment un argumentaire sur le populisme, comprendre, répondre et construire, ça a été abordé ce matin, une autre fiche sur présidentielle 2017, la CFDT combat le FN, donc avec des exemples concrets, pardon, et puis l'élection présidentielle des citoyens et syndicalistes libres et échangés. Donc tout ça, c'est disponible sur cfdt.fr à télécharger. Et puis je gardais le meilleur pour la fin, le dernier Information, le magazine de la Fédération qui traite du sujet syndicaliste et citoyen. Voilà. Je vais vous les offrir comme ça. Je vous offre pas votre livre. Sandrine, tu as peut-être un livre en préparation? Non, pas encore. Non, ça va venir plus tard. Voilà, on remercie en tout cas nos participants de la qualité des échanges. Et là, je ne sais pas du tout ce que je dois faire puisque je n'ai pas d'ordre du jour. C'est une pause. C'est une pause, on m'a dit, de 5 minutes à 15 minutes, et puis on se retrouve dans 15 minutes. Ouais.